la Banque centrale. À bon entendeur. Le guichet unique pour le commerce extérieur, dans sa fonctionnalité, renferme aussi d'autres aspects positifs pour le secteur public et privé. Cette initiative marque donc un pas pour l'économie guinéenne. Parmi les bénéfices concrets du GUSEG, nous pouvons déjà annoncer une réduction considérable du temps de dédouanement et le désengorgement du port de Conakry afin de rendre le port plus compétitif face aux pays voisins tout en apportant une meilleure traçabilité en temps réel de l'activité commerciale en Guinée. La forme digitale et sécurisée, Web Fontaine Group qui la gère indique que toutes les éventualités sont déjà étudiées. On a ce qu'on appelle les Virtual Private Network. En fait, on a des barrières, je dirais, des firewalls, des barrières qui empêchent les gens qui veulent faire du hacking. Enfin, il y a toute une procédure très sophistiquée pour limiter les chances que ça arrive. Je dis bien limiter, dans le monde, rien n'est parfait, mais que depuis, je dirais, une dizaine d'années que nous travaillons dans ces domaines-là, je dirais, pour l'instant, personne n'est arrivé à hacker un de nos systèmes. Durant 5 ans, le guichet unique pour le commerce extérieur sera dans les mains d'une expertise étrangère. Sa mission consistera à procéder à un transfert de compétences selon la convention entre elle et le gouvernement. C'était donc un élément signé Djibril Ba et Tierno Sadouba. L'Assemblée nationale vient d'adopter le statut général des militaires, l'avancement des militaires au grade supérieur, la mise à la retraite, la notation des sous-officiers militaires, le régime des sanctions et des congés sont désormais régis par une norme. Pour postuler au sein de la Grande Muette, il faut être célibataire et garder le même statut pendant 5 ans pour les jeunes filles. Autre précision de taille, il est également interdit aux retraités de se constituer en mouvement syndical. Mamadou Sadio Baldé, Abdoulaye Kamara. La mouvance n'aura pas eu besoin de vanter les mérites de l'armée guinéenne. L'Alliance des Républicains et les libéraux-démocrates ont pris les devants. Les premiers ont demandé un vote unanime sous réserve que les militaires s'abstiennent de tout traitement inhumain des concitoyens. Les seconds abondent dans le même sens tout en soulevant 3 points que le ministère devra retoucher. La mouvance a juste le temps de glorifier le passé de l'armée. N'empêche, des restrictions existent au sein de la Grande Muette. Mais lorsque vous êtes recruté pendant la formation, il y a un certain nombre d'années, vous ne pouvez pas du tout vous marier ou bien contacter des grossesses. Les militaires à la retraite jouissent de toutes les libertés sans pour autant franchir une ligne rouge. Les militaires peuvent former des associations, des groupements économiques, mais ils ne peuvent pas former des syndicats. Ça, c'est consacré par les statuts de l'armée. Vrai ou faux, des primes de soldats qui opèrent au Mali sont diminuées. Le ministre de la Défense apporte un démenti catégorique. La Guinée est le seul pays qui verse intégralement les primes des militaires et en devise aux militaires. Et chaque militaire a son compte bancaire. Vous allez constater au niveau de certains pays comme le Sénégal, le Tchad, ainsi de suite, les militaires ont défalque dans leurs primes, leur salaire, une partie de leur salaire dans leur pays. Après la phase de prestation de serment, les membres de démembrement des commissions électorales communales indépendantes de Matoto et de Matam suivent une formation sur le rôle qui leur incombe dans le processus électoral. Mais à Matoto, l'opposition a brillé par son absence au cours de cette formation. Malik Sangiana Kamara, Alcini Kamara y était pour vous. La loi électorale prévoit 39 membres de démembrement à la commission électorale communale indépendante de Matoto. Elle est la plus grande commune de Conakry. Seulement, 25 membres ont participé à cette formation en prélude du démarrage des activités. Ils sont issus de la mouvance, de l'administration et de la société civile. Quant à l'opposition, elle tarde encore à désigner ses délégués. Pour ce qui est de Matoto ici, en tout cas, il y a 3 partis politiques qui satisfont à tous les critères exigés pour faire partie du démembrement de la CECI de Matoto. Ces 3 partis, c'est l'UFDG, c'est l'UFR et c'est le PDN. Apparemment, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord
sur le quota que chacune de ces entités devrait avoir au sein de leur groupe. Par ailleurs, à la CECI de Matam, le nombre est au grand complet. L'opposition compte parmi les 25 participants à cette session de formation. Ces membres de démembrement joueront un rôle important tant en amont qu'en aval du processus électoral. D'abord, ils ont à mettre en œuvre le plan opérationnel préparé par la CENI. Ils vont également élaborer le plan logistique et la mise en œuvre de ce plan logistique. Ils vont aussi superviser la formation des différents agents électoraux qui sont les agents de bureau de vote, les commissions de distribution des cartes d'électeurs, les commissions de révision et d'établissement des listes d'électeurs. Ils vont aussi superviser la formation des membres des commissions administratives de centralisation de vote, les commissions de réception et de transmission des procès verbaux. De l'inscription des électeurs à la proclamation des résultats, ces membres de démembrement issus des différentes entités ne devraient pas agir sous la bannière de leur obédience politique conformément à la loi électorale. Et puis cette brève portant sur l'actualité politique de ce mardi marquée par cette rencontre à huis clos entre Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition guinéenne, et Sidya Touré, le président de l'Union des forces républicaines. Selon nos informations, la rencontre entre ces ténors de l'opposition guinéenne a essentiellement porté sur des sujets variés, comme l'installation des démembrements de la Commission électorale nationale indépendante, la mise en place de nouvelles stratégies pour freiner toute velléité de troisième mandat. De cet entretien apparemment stratégique, les deux hommes n'ont pas voulu se prêter aux questions des journalistes. Il s'agit du premier tête-à-tête entre Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré depuis le départ de l'UFR, de Sidya Touré, donc de l'Union de l'opposition républicaine plutôt, à l'issue des élections présidentielles de 2015. Des informations persistantes annoncent une rencontre entre ces deux hommes et le président de la République, le professeur Alpha Condé. C'est une actualité sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et pendant ce temps, le débat sur une nouvelle modification constitutionnelle ne faiblit point en Guinée, au moment où les affiliés du pouvoir sont en campagne à l'intérieur du pays pour promouvoir l'avènement d'une nouvelle constitution. Les jeunes de la société civile guinéenne pointent du doigt la responsabilité des membres du gouvernement. Reportage, Mohamed Valek Touré, Djibril Kaba Kamara. Au menu de ce point de presse, la responsabilité des membres du gouvernement dans la promotion de ce qu'ils appellent coup d'état civil. Les jeunes de la société civile dénoncent les personnes qui seraient en train d'œuvrer pour un changement constitutionnel en Guinée. Pas de référendum, pas de nouvelle constitution, pas de troisième mandat, pas de glissement du calendrier électoral. Vous savez que toutes les agricultures, plus que discutables, déployées maintenant pour justifier l'adoption d'une nouvelle constitution, dans la toute dernière ligne droite du dernier mandat du président Alpha Condé, ne sont qu'un écran de fumée pour masquer les manipulations dont l'unique et seul objectif est de maintenir Alpha Condé au pouvoir à vie. Dans cette déclaration, la société civile appelle le peuple à contenir et anéantir toute volonté de troisième mandat. Ces jeunes adressent notamment un message au président de la République. La peur n'existe pas au FNDC. Le débat, les meetings ne sont pas intéressés. Nous leur promettons une seule chose, qu'ils ne comptent pas sur l'appui des CNS, Isseleur. Pas l'appui des escadrons mobiles, Isseleur. Pas l'appui de l'armée, Isseleur. Même pas l'appui de la force de l'Ecomog, Isseleur. Je vous ai dit, je le réitère, sans connaissance de cause, si c'est dit au cimetière, la riposte citoyenne se fera au cimetière. Ces jeunes de la société civile soutiennent leur engagement à respecter la Constitution. En ce qui concerne le glissement du calendrier qu'on redoute, le FNDC se dit préoccupé. Autre aspect de l'actualité nationale, les femmes de Symphonia qui réclament le retour de l'administratif de leur marché ont été reçues lundi dernier par le maire de Ratoma. Il leur a réitéré qu'il ne reviendra pas sur sa décision. Autre fait qui suscite des interrogations dans cette commune, c'est la recette mensuelle versée 20 millions de francs guinéens pour 27 marchés. Tenez-vous bien, Mamadou Kalisso, Abaka Bangoura pour plus de précisions.
Depuis l'installation du nouveau maire de Ratoma, 7 administrateurs de marché ont été remplacés. Issa Souma se demande pourquoi c'est seulement à Sonfonia il y a eu contestation. Ce lundi après-midi, les femmes protestatrices ont été reçues par le maire. Elles ont demandé que je retourne leur administratrice de marché. J'ai dit non, ça ce n'est pas possible. Il faut qu'on mette un terme à ça. Ça ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. De toute façon, la décision que nous avons prise est une décision provisoire. Nous sommes en train d'essayer les autres qui sont là. S'il y en a parmi eux qui ne sont pas bons, eux aussi, on va les enlever, on va les remplacer. Autre dossier brûlant dans la commune de Ratoma, c'est la recette mensuelle versée par les marchés. Selon le maire, les 27 marchés de sa juridiction payent comme recette mensuelle une somme d'environ 20 millions de francs guinéens. Tous les marchés de Ratoma. Et imaginez-vous que c'est de ces 20 millions-là que nous arrangeons pour essayer de voir comment on peut faire pour payer les travailleurs que nous avons, qui sont payés à 113 millions. Les travailleurs contracteurs que nous avons ici à la commune. Comment faire pour essayer de régler les problèmes sociaux que nous avons. Ça ne finit pas. Comment résoudre les problèmes internes de la commune. Il n'y a aucune subvention pour nous en ce moment. Aucune subvention. Pourtant, des marchands rencontrés à Taouia affirment qu'ils payent chacun 1500 francs guinéens par jour à la mairie. Bon, on paye ici par jour le droit de marché, 1000 francs par... Il y a un ticket de 1000 francs, il y a un ticket de 500. On paye par 1500 par jour. Ils ont dit que le ticket de 1000 francs c'est pour les salubrités, le ticket de 500 c'est pour le droit de marché. Si c'est vrai que les 27 marchés de la commune de Ratoma ne fournissent que 20 millions de francs guinéens de recettes par mois, cela veut dire que chaque marché paye moins de 25 000 francs guinéens par jour à la commune. Pourtant, les 17 marchés de la commune de Matoto rapporteraient environ 150 millions de francs guinéens par trimestre. Et pourtant, il y a désormais un changement. Ce sont 100 millions de francs guinéens qui sont générés par les marchés de la commune de Matoto par trimestre. C'est le maire de la dite commune qui a donné l'information ce mardi dans une interview accordée à notre équipe de reportage. Ce résultat est le fruit de la rigueur qu'il dit avoir imposée dans le travail pour le bon fonctionnement de la commune. Mariam Fodé Camara, Amara Alexila. La commune de Matoto compte 17 marchés au total. Avant, sous la tutelle d'une entreprise privée, générait une recette journalière estimée entre 70 et 80 000 francs guinéens. L'actuel maire de Matoto fait l'état des lieux. Je suis venu hériter une situation où la commune, la gestion des marchés était sous contrat. Et ça faisait plus de 15 ans. C'est une entreprise qui gérait. Une commune comme la commune de Matoto, si on vous dit que la recette moyenne journalière est 80 000, 78 000 francs guinéens, vous imaginez ce que ça fait. Aujourd'hui, 100 millions sont mobilisés, un montant que versent les étalagistes et tabliers qui pourrait augmenter dans les mois à venir. Aujourd'hui, Dieu merci, quand on a repris le marché à notre compte, notre première expérience, on est à 100 millions aujourd'hui seulement la perception des étalagistes et des tables. Sans compter d'abord la perception des boutiques et des kiosques et des conteneurs, ce qui pourra nous amener approximativement à 150 millions à peu près, par rapport à 40 millions que la commune gagnait. Parlant de l'assainissement, le maire se réjouit de la situation actuelle de sa commune, qu'il estime avoir été débarrassé de ses points noirs. Matoto vraiment commence à retrouver une propriété de façon progressive. C'est vrai, on ne peut pas combattre d'un trait, parce que c'est un comportement citoyen qui vraiment fait en sorte que on peut se débarrasser des ordures dans nos milieux. Pour améliorer les recettes de Matoto, le maire compte d'ici la fin de l'année mettre un système informatique pour répertorier les boutiques et magasins. Ce travail permettra de les taxer en fonction de leur taille et emplacement. Le bureau exécutif national du SLEG, tenu par Dame Kadiatouba, était lundi face à la presse pour informer l'opinion publique sur le processus de recensement engagé en faveur des enseignants dans le système éducatif. La secrétaire générale du SLEG affirme que le recensement engagé cette année n'a pas atteint les résultats escomptés. Elle parle de magouilles orchestrées
lors du processus. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Sori, Camara. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée n'est pas d'accord avec la manière dont le processus de recensement des enseignants s'est déroulé. La centrale, de par la voix de sa secrétaire générale, parle de la magouille orchestrée lors du processus. Selon elle, aucune règle en ce qui concerne un bon recensement n'a été adoptée. Des résultats sortis de cette opération, tout a été fait pour dénuder les enseignants de toute leur dignité. Car lorsqu'un enseignant connu, reconnu pour sa ponctualité et sa régularité en situation de classe, se retrouve sur une liste dite douteuse, soit 2320 cas, non recensés 6408 cas, dossier incomplet 1964 cas d'enseignants. Cette opération de recensement du corps enseignant était la solution qui avait permis de mettre fin à la grève des enseignants déclenchée au début de la dernière année scolaire et qui avait duré 3 mois. Le bureau de Kadiatouba considère que ce travail n'a pas répondu à la préoccupation des enseignants. Il a été exécuté par des profanes, ignorant tout du système éducatif guinéen et dans une participation qui ne dit pas son nom. Qu'il a été fait à l'absence des départements de tutelle. Nous voulons parler du ministère de l'Enseignement, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et du travail, du ministère de l'Enseignement supérieur, les techniciens du ministère de la fonction publique et même l'intersyndicale de l'éducation FSPE, SLEG, SNE et SINAISUR. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée demande au gouvernement de revoir sa façon de procéder, faute de quoi beaucoup de carrières pourraient être brisées. Un petit détour à la sortie de la ville de Conakry. On s'attendait à la fluidité de la circulation après la fin des travaux de la zone de Kaka, mais il n'en est rien. Les usagers de l'axe Koya-Kidia sont confrontés à un phénomène de bouchon terrible, une situation imputable à l'état de la route et surtout à l'indiscipline des chauffeurs qui créent une double voie, triple ligne. Mamadou Kalisso, Korea Bukuruma. La circulation reprend dans les deux sens à Kaka. Ce, après une semaine d'intenses travaux de la société chinoise CRBC. La route s'est affaissée à cet endroit suite à l'éboulement qui s'est produit le 21 août dernier. Moustapha Naïté déplore le calvaire vécu par les usagers, mais fier d'avoir tenu sa promesse, la reprise de la circulation ce lundi matin. Aujourd'hui, je peux confirmer que le travail est totalement fini. On a protégé le talus par rapport à l'éboulement. Donc, c'est les gabions que vous voyez installés ici, pour que si jamais il y a éboulement encore, que cela puisse être retenu. Et au niveau de l'affouillement, ça c'est encore maîtrisé avec la terre qui a été stabilisée, avec les gabions qui ont été installés et le recalibrage de la rivière qui a été fait avec une nouvelle direction qui a été donnée. Donc, à ce stade, je peux dire que le travail est totalement fini. On avait prévu de finir le travail le dimanche, c'est fait. En plus, l'entreprise CRBC, qui a le contrat de reconstruction de la route Koya-Mamundabula, doit traiter tous les points critiques situés de part et d'autre du pont Kaka. Cela permettrait de fluidifier la circulation. C'est Bourbier aussi qui représente souvent des points de retard. Donc l'entreprise est en train de traiter cela aussi pour permettre à ce que les véhicules puissent passer. Donc comme convenu, la route sera totalement libérée demain, le 2 septembre, lundi, à partir de 8 h, la route sera totalement libérée au trafic dans les deux sens. La circulation reprend certes dans les deux sens sur cet axe, mais un autre phénomène persiste. Le stationnement anarchique des camions sur la chaussée, source de bouchons. Un incendie s'est déclenché dans la nuit de lundi à Bonfi, dans la commune de Matam. C'est un bâtiment de 2 chambres, salon, qui a été touché. Pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels sont à signaler. Rosaline Goto-Monemou, Mohamed Bangoura pour le détail. C'est dans les environs de 20 h le lundi que cette famille a constaté une fumée qui se dégageait de l'une des chambres de leur maison.
Un bâtiment de 2 chambres-salon, seul le salon n'a pas été touché par le feu. Des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Selon le père de famille, un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Il y avait des coupures de tout quartier. Le courant est venu. Brusquement, j'ai vu, il y avait du coup de circuit. Il y a une partie du poteau qui avait pété. Par après, la renvoi est venue chez moi. Et il y a eu maintenant le coup de circuit. C'est ça qui a fait l'incendie. Le feu a été maîtrisé grâce au secours des jeunes du quartier. Ce père de famille reconnaissant remercie cette jeunesse. Il affirme que cette couche juvénile a été d'un grand appui, sinon le pire serait arrivé. C'est grâce à la jeunesse de Bonfi, il n'y a pas eu de cas de mort. Trop grand, l'incendie a brûlé tous ceux qui se trouvent de la maison. On a perdu tout. Même 1, 2 complets, on n'avait pas. Je remercie la jeunesse de Bonfi. Grâce à la jeunesse de Bonfi, il n'y a pas eu de mort. Les services de protection civile sont venus sur les lieux très en retard. Cette famille est aujourd'hui sans abri. Elle interpelle l'État et les personnes de bonne volonté face à sa situation. Je demande à l'État de nous aider, de regarder la situation de notre vie. Les enfants, ils sont là et rien n'est bon. On n'a même pas où dormir, on dort sur la terre. La mission des services de protection consiste à secourir et protéger les populations contre les accidents et les calamités naturelles. Cependant, ce service de secours est souvent absent ou vient en retard pour éteindre le feu. Alpha Bangoura, c'est le nom du jeune décédé hier lundi à Kaporo par noyade suite à une descente musclée des agents des forces de l'ordre dans la zone. Il avait 34 ans ce mardi. Nos équipes de reportage sont allées dans sa famille. Elle est sous le choc et ne demande ni plus ni moins que justice soit rendue. Mamadou Saliouba, Alseni Kamara ont pu obtenir une image exclusive. Suivez. Sur ces images prises par un téléphone, Alpha Bangoura, porté par des secours déboussolés. L'image est prise 1 heure après la noyade. À cet endroit, les agents auraient trouvé 3 jeunes, parmi eux, Alpha Bangoura. Les agents, de façon musclée, les dispersent. Alpha se jette à l'eau, il n'en sortira pas vivant. Quand il a commencé à lutter dans l'eau là-bas pour se sauver, il a demandé à un de ses amis qui était arrêté, dit Mohamed Mali. Maintenant, l'intéressé a voulu se jeter sur la mer, l'aider à le sauver. Maintenant, ils étaient là à dire, ils ont mis leurs armes sur ce monsieur, soit disant que si tu descends là-bas, on va te descendre aussi. Maintenant, par peur, lui aussi, il avait peur et donc il n'a pas pu sauver mon oncle. Alpha Bangoura est décédé quelques minutes après, devant un public impuissant, empêché de venir au secours. Pour sa famille, qu'il soit dealer ou consommateur, leur fils méritait la justice. Et il voulait le tuer, parce que c'était ça. C'était ça. C'était ça, sinon, au moins, le laisser, ils vont le sauver, et puis ce qu'ils doivent faire, et puis c'est ça. Mais s'il refuse que les autres aillent l'aider ou le sauver là-bas. Donc, vraiment, nous sommes sous le choc, la famille. Âgé de 34 ans et père de 2 filles, Alpha Bangoura a été dénoncé. Une décision qui choque la famille, mais pas plus que l'attitude des forces de l'ordre et du chef de quartier, qui ne s'est pas rendu sur les lieux. Imaginez-vous, de 10h jusqu'à 17h45, le corps était là-bas et le chef de quartier ne s'est pas rendu. Vraiment, 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 je suis désolé de sa part et je demande la justice. Une enquête pour meurtre sera-t-elle ouverte? La question mérite d'être posée, puisqu'en août 2018, un autre jeune est décédé à Matoulou dans les mêmes circonstances. Justice n'est toujours pas rendue. Une situation déplorable. Et puis une question taraude désormais les esprits après ce tragique événement. Quelle unité
responsabilité dans cette descente musclée qui aboutit à cet autre cas de mort. Et aux dernières nouvelles, nous apprenons que c'est l'Office central de l'antidrogue, OCAD, qui serait descendu sur le terrain pour pourchasser les prochaines éditions d'information. Et puis, sans transition, les fillettes victimes d'attouchements sexuels, parfois les bébés y passent, les adolescents. Certaines ont décidé de briser le silence, elles en parlent, tandis que d'autres, à cause du fardeau de la tradition, il est difficile de discerner dans de telles situations la vérité du mensonge. Et pourtant, le phénomène persiste. Cette année et même chaque mois, la presse est invitée à couvrir des cas de viol. Si ce n'est pas un parent d'une victime qui alerte, c'est la police des mœurs saisie plutôt qui communique. Celle qui accepte de briser le silence parle à la presse sans gêne. J'étais venue acheter du pain, mais le gérant m'a dit que c'est fini. J'ai emprunté le chemin du retour pour la maison. Je l'ai croisé. Il m'a demandé d'enlever tout ce que je porte. Je lui ai donné même mon téléphone. Il m'a mis dans un coin et m'a demandé de me courber. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a giflé et c'est ainsi qu'il a abusé de moi. Mais les accusés ne reconnaissent pas tous les faits qui leur sont reprochés. Moi, j'ai pris son calepin, j'ai couru. Après, les victimes m'ont dit, moi, j'ai pris une arme, je l'ai braqué, je l'ai violé, comme que moi, je n'ai pas touché les femmes. Non, je ne peux pas reconnaître parce que ce n'est pas moi qui ai fait. Les présumés violeurs sont fréquemment présentés à Conakry. Les chiffres, difficiles d'en avoir sur une longue période pour tout le pays. Mais il y en a quand même pour peu que les viols soient signalés à la police. Pour l'année 2018, 116 cas de viol ont été traités par l'OPROGEM, 109 déférés à la justice. Décidément, ils vont crescendo. Seulement pour le premier trimestre de 2019, 119 cas sont déjà signalés. Tous les cas de viol reçus par les victimes, les parents ont vraiment le courage de venir vers nous pour venir dénoncer. C'est pourquoi maintenant tout le monde apprend, tout le monde en parle, les cas de viol. Et lorsque les accusés nient, certains les croient. La médecine légale qui s'occupe du traitement peut bien établir la commission du viol. C'est bien compliqué de prouver que certains accusés sont vraiment condamnables. Alors, lorsque nous recevons ces victimes qui déclarent avoir été violentées sexuellement, notre mission première, c'est de vérifier est-ce qu'il y a des lésions en rapport avec une pénétration sexuelle. Alors, et si ces lésions en rapport avec la pénétration sexuelle existent, est-ce qu'il y a des lésions de défense qui montrent que cette personne n'était pas consentante? C'est-à-dire parce que s'il y a un acte sexuel avec consentement chez une personne qui dispose de toutes ses capacités mentales, qui n'est pas mineure, il va de soi qu'il n'y a pas de viol. Est-ce qu'un rapport médical peut être la seule preuve valable au cours d'un procès? La réponse pour cette praticienne de droit est non. Des situations d'exception. On a vécu des situations difficiles dans notre pays. On a vécu des situations d'exception. Prenons le cas du massacre du 28 septembre où des femmes ont été violentées. Si demain il y a un procès, on va exiger de ces femmes-là un rapport médical qu'elles n'ont pas pu obtenir des hôpitaux dans lesquels elles n'étaient même pas en sécurité pour pouvoir avoir ces documents-là. L'Office de protection du Jara aime communiquer sur les cas qui lui sont présentés. Et ceux qui suivent les rapports de la police ne croient pas à tout. La directrice générale adjointe de l'OPROGEM préfère expliquer la procédure au niveau de ce service. Nous constatons l'infraction à la loi pénale, nous réunissons les preuves et nous arrêtons les auteurs avant de les envoyer devant les tribunaux compétents. Donc c'est au juge de voir. Nous n'accusons pas quelqu'un. Nous avons nos démarches, nous avons notre stratégie avant de faire quoi que ce soit, avant d'envoyer un individu devant un tribunal. Les cas de viol diffèrent. Parfois, les dénonciations se font après plusieurs mois, ce qui complique l'imputation du fait à un quelconque suspect. Quand c'est comme ça, nous on dit à l'OPROGEM, il y a des lésions en rapport avec un acte sexuel qui est ancien. On ne peut même pas fixer le jour. Et donc nous, on conclut notre rapport en fixant, si c'est possible, une durée de l'ITT qui va leur permettre de qualifier l'infraction. Et s'il n'y a pas d'ITT, on dit agression sexuelle sans ITT. Un dossier comme ça,
ça sera difficile. La procédure judiciaire sert à établir la vérité avant de condamner. Il existe donc des mécanismes. On ne va pas se mettre aussi non plus à condamner pour condamner. Il faut qu'il y ait des éléments à charge contre la personne. Et je pense que la procédure judiciaire, elle sert aussi à cela, à prendre, à pouvoir dénicher le vrai du faux. Voilà donc, mesdames et messieurs, comment nous reformons portes et fenêtres de cette édition d'information aux équipes techniques et rédactionnelles pour ce direct impeccable. Passez une agréable pseudo-programme sur